Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Dans cet épisode 22, nous accueillons Manon Moulaine, conseillère consultante en Ayurveda, que vous connaissez peut-être déjà à travers son blog Isoropia et tous les bons conseils qu'elle nous donne à travers ses articles et ses e-books. Ou bien peut-être avez-vous déjà eu la chance de vous offrir l'un de ces bijoux artisanaux personnalisés et intuitifs. Aujourd'hui, Manon est avec nous pour nous parler d'Ayurveda, bien sûr, mais aussi de médecine conventionnelle et de la place qu'elle a dans la pratique ayurvédique. Bonne écoute! Bonjour Manon. Bonjour. Alors pour te présenter en quelques phrases, tu t'es lancée dans des études de médecine conventionnelle jusqu'à la 3e année et jusqu'à ce que tu t'intéresses un peu plus aux médecines ancestrales et plus particulièrement à l'Ayurveda. Donc la théorie des 5 éléments sur laquelle est fondée l'Ayurveda t'a beaucoup parlé et attiré. Alors tu as choisi de t'engager dans cette voie et d'entreprendre des études en Ayurveda pendant 3 ans. Formation que tu continues d'ailleurs encore aujourd'hui en totale autonomie à travers la lecture de textes anciens et en suivant des cours en ligne de médecine ayurvédique, car avec l'Ayurveda, l'apprentissage est infini. Tu transmets l'Ayurveda à travers des consultations, mais aussi des e-books et fiches ayurvédiques sur des sujets de santé à la mode, et l'un de tes derniers e-books portait sur le cancer du sein lors de la campagne d'Octobre Rose. Manon, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la place de l'Ayurveda dans la santé selon toi ? Et est-ce qu'il est possible d'allier médecine conventionnelle et Ayurveda ? Oui, tout à fait. Alors, pour moi, la première chose qui est importante avec l'Ayurveda, c'est qu'elle apporte une connaissance de soi qui est inestimable. C'est-à-dire que la médecine occidentale a ses intérêts, mais il y a quelque chose sur lequel elle ne mise absolument pas, c'est la connaissance de l'individu. On a tendance à généraliser tous les traitements, à généraliser la physiopathologie pour la rendre plus simple, j'imagine. Malgré le fait que la médecine occidentale commence à développer des traitements adaptés à l'individu, ou en tout cas c'est ce qu'ils disent, il n'y a pas une recherche de connaissance de la personne. Donc ça, je trouve que c'est un des points forts de l'Ayurveda pour ce point-là. Et aussi le côté prévention, qui en fait est totalement inconnu dans comment dire ça ? C'est-à-dire que la prévention qu'on pratique en médecine occidentale n'a absolument rien à voir avec la prévention ayurvédique. Donc c'est ces deux points-là et aussi une thérapie qui est plus globale par rapport à l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda va apporter quelque chose où on ne va pas juste voir un système ou un organe qui est malade, mais la personne dans son entièreté avec ses problèmes émotionnels, ses problèmes relationnels et potentiellement spirituels. Donc tout ça fait que l'Ayurveda a sa place. Ensuite, est-ce qu'il est intéressant de les combiner ? Je pense que oui. Pour plusieurs raisons. Une raison qui est qu'on va peut-être aborder plus tard, mais je pense qu'il est intéressant de savoir parler les deux langues, parce qu'en réalité, il s'agit juste de ça. Quand on me dit, oui, l'Ayurveda, c'est un truc indien, ça n'a rien à faire avec nous, la France, c'est juste une autre langue qu'on apprend à parler. La théorie des éléments, c'est une autre langue à apprendre. Quand on parle de respiration en médecine occidentale, c'est la même chose que quand on parle de Vata en Ayurveda. Donc le fait de connaître ces deux langages permet, je trouve, d'accompagner mieux les patients, surtout dans un monde où tout le monde parle avec la médecine occidentale. Donc les gens vont pas me dire, voilà, j'ai un excès de Vata dans les poumons. Ils vont me dire, j'ai des problèmes respiratoires, je me sens bloquée, j'ai des BPCO, et là je vais me dire, ah oui, d'accord, ok, je vois ce que c'est, parce que je l'ai étudié. Donc je trouve ça intéressant de combiner les deux pour ces raisons-là, pour qu'on puisse parler ensemble, en fait, tout simplement.
Toi, tu connais effectivement tous les termes de médecine occidentale pour les avoir étudiés. Comment, donc on disait, tu as fait 3 ans en fait d'études de médecine. Comment tu utilises tes 3 années de médecine aujourd'hui dans ta pratique ayurvédique? De plein de manières différentes, c'est-à-dire que rien qu'au niveau de la connaissance du corps, j'ai vraiment senti que c'était une bonne base, c'est-à-dire que je sais où sont les organes du corps, je sais de quels muscles on parle quand on dit un tel terme scientifique. Je vois quand j'étudiais les pathologies en 3e année que je connaissais déjà un petit peu les symptômes, la prise en charge allopathique. Donc tout ça, ça m'a aidé. Il y a aussi le côté expérience parce qu'il faut savoir que les études de médecine, elles ont cet intérêt d'être théoriques et pratiques très tôt. C'est-à-dire que j'ai été en stage dès la fin de première année en fait. Donc j'ai été au contact de patients dès la fin de la première année et ce jusqu'à ce que j'ai arrêté au final. Et du coup, je suis passée par différents services, j'ai vu des patients très différents, que ce soit en médecine générale, en chirurgie, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, en réanimation. Donc tous ces domaines-là ont fait que je pense avoir une aisance avec certains cas difficiles notamment, parce qu'il faut savoir que la chirurgie et surtout la réanimation, c'est des cas où les gens sont dans des situations critiques. Donc ça m'a beaucoup apporté. Tout simplement la connaissance du monde hospitalier et médical, savoir de quoi on parle quand on parle de certains médicaments, de quoi on parle quand on parle de prise en charge pour le cancer notamment. Tout ça fait que j'ai une approche qui, quand les gens vont me parler de leur traitement allopathique par exemple, je vais comprendre ce qu'ils me disent. Donc ça me sert bien. Et comme je disais tout à l'heure, savoir parler les 2 langages tout simplement pour pouvoir communiquer avec tout le monde. Alors nous entendons souvent le terme médecine allopathique, comme tu viens d'ailleurs de l'utiliser, et donc ça décrit la médecine conventionnelle. Donc je pense qu'une petite définition s'impose pour décrire la médecine allopathique, c'est la médecine usuelle utilisant des médicaments, produisant des effets contraires à ceux de la maladie à combattre, contrairement à l'homéopathie. Donc étant donné cette définition, on peut dire que l'Ayurveda est également une médecine allopathique puisqu'elle utilise les contraires pour équilibrer. Par exemple, nous allons conseiller à une personne de type Vata, souffrant de sécheresse et de froid, d'apporter du chaud et de l'onctuosité dans son quotidien. Donc qu'est-ce qui différencie les 2 médecines selon toi ? En fait, tout à fait. C'est-à-dire que le terme allopathie, je l'utilise aussi par erreur pour définir la médecine occidentale moderne, parce qu'il y a aussi la médecine occidentale ancestrale qu'il faut connaître. Mais c'est vrai qu'en réalité, le terme allopathie définit tout ce qui n'est pas de l'homéopathie. Donc l'homéopathie, ça a été inventé par un médecin allemand. Et ça définit des traitements très dilués qui vont agir en donnant à la personne la même chose qui a causé la maladie, entre guillemets. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un empoisonnement du corps, on va avoir un déséquilibre, on va donner cette même substance, mais qui va être en très petite dose et très diluée. Ce qui fait que le corps va réagir d'une manière très différente et se soigner comme ça. Alors que l'allopathie va chercher au contraire à contrer, entre guillemets, les effets. Mais l'allopathie, comme on va dire la médecine occidentale moderne, a une manière très différente de l'appliquer que l'Ayurveda. L'Ayurveda, je dirais, rééquilibre. L'allopathie essaye de compenser en apportant des médicaments trop puissants, je pense, et qui sont trop spécifiques. C'est-à-dire qu'ils vont agir sur une seule chose, puisque souvent on essaye d'isoler une molécule. Donc ils vont agir sur une seule chose et vont oublier tout le reste. Alors que l'Ayurveda, comme tu l'as dit, c'était pas rééquilibrer par exemple juste une molécule qui nous manque dans une cellule par exemple, on va dire ça très simple. Non, ça va être une qualité qu'il va falloir rééquilibrer, que ce soit de la sécheresse, que ce soit du froid. Et ça touche au corps entier et que ce soit pas que le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, tout ça. Donc c'est en ça que je différencierai les 2. Et une question qu'on entend beaucoup lorsque nous présentons l'Ayurveda, c'est est-ce qu'il est possible de tout soigner avec l'Ayurveda ? Qu'est-ce que toi tu réponds à cette question ? J'aime bien cette question parce que j'ai eu aussi une autre version qui est oui, l'Ayurveda c'est pour les petits trucs. Oui, il y a les 2 effectivement. Ça dépend ce qu'on appelle petit truc déjà. Faut savoir qu'en Inde, quand on fait appel à des cures de Panchakarma notamment, qui est une cure médicale qui se fait en clinique, on peut traiter le diabète. Et quand je dis traiter le diabète, c'est pas juste vivre avec, c'est ne plus l'avoir.
le diabète de type 2 notamment, hein. Je ne parle pas du diabète de type 1 ici. Donc on peut considérer que c'est un petit truc, mais en attendant le diabète tue tellement de personnes et de plus en plus que bon, on peut peut-être se dire il y a une piste à explorer par là. Après, ce que j'aime bien, c'est le verbe soigner, soi, donc soi-même, et nier, c'est le feu, comme dans Agni. Donc c'est rétablir le feu intérieur, et il n'y a que le patient qui peut le faire. C'est pas une médecine qui va soigner, c'est le patient qui va se soigner. Ce qui fait que j'aime bien rappeler aux gens, alors oui, une médecine peut éventuellement vous guérir, mais l'Ayurveda, comme n'importe quelle médecine, ne prétendra jamais guérir toutes les maladies. Tout simplement parce qu'il y a encore toute une partie des déséquilibres qu'on ne comprend pas. On est toujours en recherche d'apprentissage à propos de l'humain. Et on apprendra toujours. De plus, il faut savoir que la guérison ne passe pas que par le médecin. Comme j'ai dit, ça vient du malade. Donc si la personne en face n'est pas prête à recevoir un traitement ou est tout simplement trop âgée ou a des déséquilibres depuis des années et qui prendrait beaucoup trop de temps à rétablir, non, l'Ayurveda ne pourra rien faire. Mais elle va soigner dans le sens s'occuper avec attention. C'est ça la définition du terme soigner. Donc même quand il n'y a plus rien, entre guillemets, à faire pour sauver la personne, l'Ayurveda sera toujours là pour apporter des soins, pour apporter de l'écoute, pour apporter un réconfort à la personne. Donc, oui, elle va toujours chercher à apporter un peu plus de confort et de bien-être, tout simplement. Mais non, l'Ayurveda ne sauvera pas tout, comme n'importe quelle médecine. Tu as abordé dernièrement dans un e-book que tu as publié en octobre le thème du cancer du sein. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que contient ce document et comment l'Ayurveda aborde le sujet du cancer du sein, voire du cancer en général ? Oui, j'ai fait cet e-book parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de demandes par rapport à Octobre Rose et beaucoup de gens en parlent sans vraiment connaître ce dont il est question. Et donc j'ai fait un e-book qui mêle un petit peu l'Ayurveda et l'approche occidentale, qui va donc être composé d'une partie sur l'anatomie et la physiologie du sein, purement. Donc je vais décrire les tissus qui composent le sein. Il y a une partie de la définition du cancer selon la médecine occidentale, donc avec les différents stades du cancer, avec des schémas que j'ai réalisés pour que ce soit plus visuel. Il y a une partie sur le dépistage, en quoi il consiste, pourquoi il est limité et limitant, et quels sont les dangers à généraliser un dépistage comme ça. Les traitements proposés par la médecine occidentale pour le cancer du sein. Et ensuite, on passe plus sur le côté Ayurveda. Donc, qu'est-ce qu'est le sein selon l'Ayurveda en fonction du langage ayurvédique, donc les dhatus, les tissus qui sont présents dans le sein, les doshas. Le cancer selon l'Ayurveda en général. Donc, quel dosha est impliqué dans le cancer, pourquoi le cancer se forme, comment il se forme. Et ensuite, quelle est la prise en charge ayurvédique d'un cancer, d'une tumeur, qui soit cancéreuse ou non, parce que c'est un petit peu différent. Et enfin, la partie la plus, je trouve, importante, qui est la prévention et comment prendre soin de ses seins au quotidien, en fait, avant qu'il y ait un problème. Voilà. Est-ce que une personne qui souffre d'un cancer du sein peut suivre un traitement ayurvédique en même temps ? Oui, alors oui et non, c'est-à-dire que moi, ce que je conseillerais de ma pratique jusqu'à présent et de ce que j'ai étudié, toujours demander l'avis de la personne qui nous donne si jamais on suit une chimiothérapie, il faut demander conseil à la personne qui prescrit ça parce qu'il connaîtra un peu les médicaments. De deux, ça dépend de la situation parce que tous les cancers sont différents, tous les cancers du sein sont différents et toutes les femmes sont différentes. Ce qui fait qu'une femme va supporter d'être massée ayant un cancer, une autre ne va pas le supporter. Certaines personnes supportent très très mal la chimio et auquel cas là faire des soins ou prendre des plantes en plus ce sera pas supportable. Mais une thérapie que je trouve intéressante en parallèle avec le cancer et qui est totalement admise maintenant de la communauté scientifique, c'est le jeûne. L'Ayurveda en parle aussi de jeûner la veille d'une chimiothérapie ou quelques jours avant, accompagné de certains mélanges de plantes à prendre avant et pendant éventuellement pour soulager les problèmes digestifs surtout. Les diminutions d'énergie et tout ça parce que c'est vrai que la chimiothérapie attaque beaucoup le feu digestif, donc Agni. Donc on va essayer de le prévenir comme ça. Et le jeûne permet de
une spécificité de l'action de la thérapie tout en allégeant le corps des toxines. Parce qu'en fait, le cancer, c'est très souvent, le plus souvent lié à des toxines qui s'accumulent. Donc, les éliminer ou en tout cas ne pas en ingérer plus va forcément aider dans le cas des cancers. Et encore, je dis forcément, ça dépend des cas. Il y a des personnes qui ne peuvent pas jeûner et auquel cas il y a des adaptations, des monodiètes ou juste alléger l'alimentation. Donc voilà, une prise en charge toujours globale et individualisée, c'est ça le plus important. Merci beaucoup Manon pour cet e-book. On mettra dans les notes de l'épisode, on mettra le lien pour que les personnes puissent aller consulter cet e-book, et puis on mettra aussi le lien vers tous les endroits où les gens peuvent te retrouver. On arrive à la dernière partie de l'épisode qui est les questions rituelles. Alors est-ce que tu peux nous dire quels sont tes rituels à toi pour une bonne santé au quotidien ? Oui, alors il y a les basiques qu'on vous doit souvent vous sortir. J'essaye la méditation tous les jours, c'est pour l'instant toujours un but. Je ne le fais pas tous les jours, mais c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Ça me recentre énormément et j'ai discuté beaucoup avec un médecin ayurvédique qui a fait les 6 ans en Inde et qui me disait Manon, si tu veux être un bon médecin, la première chose qu'il faut faire, c'est méditer et faire du yoga tous les jours, parce que la réponse, la santé et la connaissance que tu vas avoir de la santé, ça viendra de l'intérieur. Et c'est tout à fait vrai. Et il disait les textes anciens commencent par les grands maîtres ou les rishis ou peu importe le nom qu'on leur donne, ont médité et ils ont reçu une information. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est ça l'origine de l'Ayurveda, c'est méditer à l'intérieur et ça vient de l'intérieur de toute manière. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place régulièrement. En ce moment, on fait un défi sur Facebook et Instagram de mantras. Donc en ce moment, c'est un mantra sur l'abondance. Donc on est juste aujourd'hui à la fin des 21 jours. Donc c'est plutôt chouette. Il y a ça qui est bien, le yoga, le sport... cuisiner tous les jours, c'est quelque chose que j'essaie de faire vraiment parce que c'est pour moi un moment vraiment de conscience, donc c'est presque une méditation pour moi, donc c'est important. Après j'ai des routines plus physiques comme le brossage de la peau, le raclage de la langue qu'on conseille en Ayurveda, le bain de bouche à l'huile, surtout que j'ai beaucoup de vata, notamment en automne et en hiver. Voilà pour les rituels, je crois que c'est à peu près tout. Et si je commence un nouveau rituel qui est de dire merci à 3 choses tous les soirs, qui va un petit peu avec le défi sur l'abondance, parce que je pense qu'une des premières choses à faire quand on demande de l'abondance ou qu'on se met en disposition de la recevoir, c'est de remercier. Donc voilà. Très beau rituel. Et quels sont tes projets pour les mois et années à venir ? Ils sont multiples et très flous pour l'instant parce que j'ai beaucoup de choses, notamment éventuellement une chaîne YouTube qui va très bientôt commencer. D'autres projets dans le partage aussi, mais que pour l'instant je garde pour moi. D'autres e-books. Quoi d'autre ? Oui, des formations, parce que j'aimerais me former à d'autres pratiques et notamment... l'herbologie française pour soigner avec des plantes françaises et européennes. Plus d'Ayurveda, toujours plus d'Ayurveda, du yoga, il y a beaucoup de choses qui sont en projet et que je vais révéler au fur et à mesure du temps de toute manière. Mais voilà, en gros, des formations, du partage et des rencontres éventuellement. Là où je suis sur Poitiers, faire des cercles que j'ai appelés cercles conscients, où j'ai envie d'inviter les gens à se rassembler gratuitement bien sûr, dans des lieux pour parler de sujets qui leur touchent et dont ils ne peuvent pas forcément parler avec leur entourage. Et notamment, le prochain serait sur les peurs, parler des peurs. Qu'est-ce qu'elles sont, comment les éviter, comment les apprivoiser pour mieux les supporter et ne pas chercher à s'en débarrasser, en fait. Notamment le point de vue de l'Ayurveda sur la question qui est très intéressant. Voilà pour les projets. Eh ben, écoute, on te souhaite beaucoup de réussite dans tous ces projets et plein d'abondance. Merci. Tu as parlé tout à l'heure de gratitude, alors justement c'est notre dernière question, c'est l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou alors de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier ? Merci à toutes les deux déjà de m'avoir proposé de passer sur le podcast, c'est super sympa et ça permet vraiment de partager mon point de vue, ce qui est important pour moi.
Merci, j'ai envie de dire quelque chose qui est très cliché, mais merci à la vie en général, parce que je pense que c'est... Peu importe le nom qu'on lui donne, certains l'appelleront Dieu, certains l'appelleront énergie, moi j'aime bien l'appeler la vie. Et en fait, elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin, et même quand j'ai des doutes, au final, elle est là. Et donc, j'ai pas à m'en faire, j'ai juste à suivre et à faire ce que je suis censée faire au moment où je suis censée le faire. Et donc, je suis très reconnaissante pour ça, et j'ai souvent des synchronicités, comme notamment le médecin ayurvédique qui est tombé pile au bon moment pour me parler de certaines choses. Et donc, pour toutes ces personnes qui ont été là au bon moment, j'aimerais les remercier. Voilà. Merci beaucoup, Manon. Merci les filles. Merci Manon d'avoir partagé tout ça avec nous. On mettra donc les liens sous l'épisode pour pouvoir voir toutes tes infos. Et merci beaucoup, parce que c'est vrai que tu as un point de vue qui est très très intéressant avec ce mix entre médecine occidentale moderne et Ayurveda. C'est hyper intéressant, donc merci beaucoup à toi d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci les filles. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast, et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!